commencer, je vais faire une brève introduction, comme ça va leur laisser le temps d'arriver. D'abord, je voulais vous remercier le public de venir aussi fidèlement à ces conférences, bien qu'aujourd'hui je note, que je ne connaisse pas tout le monde, mais un certain turnover, donc des têtes que je n'avais jamais vues. Je suis vraiment ravi, je vous remercie. Et puis je m'aperçois qu'il y a aussi quelques lycéens, donc j'en ai rencontré quelques-uns. On va essayer plutôt de favoriser les échanges entre Gérard Berry et les lycéens, mais si vous n'avez pas de questions à poser, on ne vous le reprochera pas. Donc ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Gérard Berry, et non pas Richard comme... Richard l'imposteur. Ouais. Qui est professeur au Collège de France, comme c'est indiqué, et qui va nous parler d'informatique sans nous infliger des lignes de code et des théorèmes mathématiques, je pense. Enfin, j'ai vaguement vu le diaporama avant et je pense que ça ne sera pas du tout ça. Donc j'ai révélé, comme la plupart des conférenciers que nous invitons, un parcours foisonnant. Après une scolarité brillante, il est X-Min et une thèse en mathématiques informatiques. Et je crois qu'à l'époque, on n'avait pas le choix, il fallait faire des mathématiques. Il poursuit sa carrière de chercheur aux mines et à l'INRIA. Je vous m'arrêter si je me trompe. Alors j'avoue, je ne comprends pas bien tous vos thèmes de recherche, mais j'ai pu isoler la vérification formelle des programmes et circuits et surtout la création d'un langage de programmation qui s'appelle STRL, dont le nom vient du fait que probablement l'INRIA se trouve pas loin de l'STRL, et Sophia Antipolis se trouve à STRL, et ce langage a permis de fonder une société qui s'appelle STRL Technologies, qui je pense continue de prospérer. Donc ces travaux remarquables t'ont permis d'être membre de l'Académie des sciences, de l'Académie des technologies et de l'Academia Europa. Ils t'ont valu la médaille d'or du CNRS, mais la médaille de bronze aussi, j'ai vu que... Il y a longtemps ça. Donc on peut avoir les deux, et de nombreux prix de l'EADS, Sciences et Défense, le prix Montpetit de l'Académie des sciences, et enfin d'être élevé chevalier dans les ordres des palmes académiques du mérite et de la Légion d'honneur. Et plus récemment, tu as été nommé membre du Conseil scientifique de l'éducation, qui doit, je suppose, jeter un œil sur les programmes. Peut-être que les enseignants ne sont pas toujours très contents des programmes. Donc tu es professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Algorithmes, réseaux et machines. Non, machines et langage. Machines et langage. Algorithmes, machines et langage. Algorithmes, voilà. Machines et langage. Et comme tu avais un peu de temps libre, tu en as profité pour donner de nombreuses conférences, écrire des livres que tu dédicaceras après pour ceux qui veulent les acheter, comme Hyperpuissance de l'informatique, que j'ai lu avec passion, même si je n'ai pas tout compris, parce que quelquefois c'était un petit peu plus compliqué que je ne pouvais comprendre. Tu as aussi participé à l'enseignement dans le cadre de l'école Montessori. Je sais que tu es un fan de l'école Montessori, et en particulier dans le cadre des pouces verts avec des enfants de 6 à 12 ans, enfin, deux catégories de 6 à 9 et de 9 à 12 ans. Et ton métier t'a amené aussi à t'intéresser à la photographie et à la création musicale. Je pense que tu en diras un petit mot pour montrer que l'informatique et la création ne sont pas brouillées du tout. Donc j'ai eu l'occasion d'écouter une de tes conférences dans le cadre d'un programme scientifique public-privé qui était modestement appelé Biointelligence et qui m'a permis de voir tes qualités à la fois de vulgarisateur et ton humour qui t'a sans doute permis de devenir recteur, c'est ça, de déformatique. Régent, pardon. Voilà. Régent de déformatique au Collège de Pataphysique, société de recherche savante et inutile, dont Boris Vian, Raymond Queneau, René Clair, Jacques Prévert, Henri Janson, Umberto Eco, Paul-Émile Victor ont été tes illustres prédécesseurs, parmi tant d'autres, et ainsi que les membres de l'Oulipo, qui est l'ouvroir de littérature potentielle. Je me souviens bien en particulier Raymond Queneau et comme c'est Georges Perret qui étaient des membres éminents. Donc tu vas donc nous informer, nous déformer, puis nous reformer comme on a échangé dans les mails et nous l'attendons avec impatience. Donc je te passe tout de suite la parole et je te remercie infiniment d'être venu jusqu'à nous et j'attends avec impatience ta conférence. Merci. Merci pour l'invitation aussi, moi je suis ravi d'être là. Donc je vais essayer de vous expliquer ce que c'est que l'informatique. Alors là, c'est pas en lisant les journaux que vous pouvez apprendre ça, vraiment pas en lisant les journaux, alors surtout pas en lisant les journaux malheureusement. Et en fait, je dirais qu'en France, particulièrement en Europe en général, on a choisi que c'était pas un sujet pendant environ 40 ans. On se rend compte maintenant que c'était peut-être une erreur. J'ai beaucoup entendu que c'est une mode qui va passer dans ma carrière, longuement.
Bon, c'est juste la première industrie du monde, faut savoir. Donc, dans laquelle nous sommes résolument absents. Mais je vais vous expliquer de quoi il s'agit, parce qu'il y a des commentaires dans tous les sens et qui se reposent sur aucune connaissance. Alors, les commentaires qui reposent sur aucune connaissance, ça sert absolument à rien. Donc, je vais essayer de vous expliquer ce qui se passe en vrai et pourquoi ça se passe. Alors, la première chose dans l'informatique, c'est qu'il faut se rappeler comment était le XXe siècle. C'est difficile de se rappeler comment était le XXe siècle, surtout pour ceux qui n'étaient pas nés, mais c'est important de savoir ça. Au XXe siècle, disons au 18-19e, on a fait des sciences et de la technique à partir de matière et énergie. C'est la grande révolution industrielle, la révolution des moteurs, etc. Après sont arrivées les ondes. Vous savez, d'abord le télégraphe, le téléphone, la radio, la télévision, le téléphone portable, tout ça. Donc ça, c'est des créations plus tardives. Les ondes, c'est à peu près 1850. Il y avait Fourier avant qui avait compris beaucoup de choses parce que les vagues, sont des ondes. Et ça, on est vraiment dans le monde sensible. La matière, tout le monde sait ce que c'est. L'énergie, il suffit de monter une côte ou de la descendre pour comprendre. Vous croyez? Comment ça se fait que vous dépensez de l'énergie en descendant une côte? Tiens, réfléchissez, vous allez voir que c'est pas si simple. Et puis, c'est ça que tout le monde a appris à l'école, y compris jusqu'à cette année. L'année prochaine, ce ne sera pas pareil. Et puis, au XXIe siècle, la fin du XXe, disons, milieu du XXe techniquement, même premier tiers, mais en réalité, à peu près à l'an 2000, c'est vraiment le grand tournant. Il y a deux intrus qui sont arrivés et qui ont transformé ce triangle en tétraèdre qui s'appelle l'information et l'algorithme. Et le problème, c'est que l'information et l'algorithme, c'est complètement différent de la matière, de l'énergie et les ondes, et que les gens s'obstinent, je dis bien, à raisonner comme si c'était pareil. Et ça, vous allez voir à quel point c'est toxique. Alors l'information, c'est complètement différent. Ça pèse pas. Par exemple, j'espère qu'après cet exposé, vous saurez plus de choses. Ça vous empêchera de peser moins lourd. D'accord? Le fait d'apprendre quelque chose n'augmente pas le poids de votre cerveau. Donc ça, c'est assez curieux. Ça sent pas, ça brûle pas. C'est très sensible quand même. On sait si on sait quelque chose ou pas. Donc l'information, c'est ça en particulier. Et puis surtout, et ça c'est une très grande différence avec la matière, ça se stocke, ça se transporte et ça se duplique à l'identique extrêmement facilement. J'ai bien l'identique, c'est-à-dire que quand vous copiez un fichier informatique, c'est le même. Et je vous changez de support, il s'en fout. Il est complètement insensible à la matière. Il faut de la matière, mais n'importe laquelle va très bien. Donc c'est pas du tout la même logique, et vous allez voir que ceux qui ont compris que c'était pas la même logique, sont devenus les rois pas du pétrole, mais de l'information. Alors, ce qui la rend essentielle, c'est que, vous allez le voir, je vais vous le montrer par plein d'exemples différents, parce qu'il n'y a qu'une seule informatique, quels que soient les exemples, c'est la même chose. Ce qui n'est pas du tout vrai pour la physique. La physique et la chimie, c'est deux disciplines différentes pour des tas de bonnes raisons. On peut arguer que c'est la même, mais c'est pas tout à fait aussi simple. C'est complètement une nouvelle façon de penser et de faire, qui est avec ces leviers propres qui sont très différents de ceux d'avant et qui sont d'une efficacité très supérieure à ceux d'avant. Et c'est ça qui se passe en ce moment. Mais c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Donc, je vais vous exposer à travers plein d'exemples tout à fait différents. Alors, j'ai beaucoup entendu, surtout dans l'éducation nationale, qui a été, qui a été la plus retardée du monde sur le sujet. L'outil, l'informatique est un outil, donc vous oubliez ça totalement pour toujours. C'est aussi un outil, mais c'est pas son fond. Et il suffit de savoir s'en servir un peu. Et c'est ça qui nous a mis au rang de touristes dans le domaine. Bien. Alors, les piliers de l'informatique, il y en a 5, il y a nous. Enfin, vous allez voir qu'il n'y a pas que nous dans le système. Mais il y a les données. Donc les données, c'est quoi? J'ai pas trop parlé d'information. L'information, c'est un peu compliqué. Quand vous dites, par exemple, il fait 20 degrés, il fait bon. C'est une information, mais pour un Français, pour un Américain, il fait 20 degrés, il fait très froid. Parce qu'en Fahrenheit, 20 degrés, ça fait moins 6 et c'est pas bien. Et donc, l'information, c'est une donnée du type 20, éventuellement une précision sur cette donnée du type degré, et puis il y a tout un contexte d'interprétation. Alors là, je parlerai que de données. L'information, c'est une chose compliquée, je parlerai que de données. Une donnée, c'est quelque chose qui est numérisé, qui est transformé en nombre. Un texte, c'est des nombres, n'importe quoi, c'est des nombres, c'est les mêmes nombres. De même qu'il n'y a qu'une seule sorte de nombre, il n'y a qu'une seule sorte de données, quel que soit, que vous fassiez du médical, de la musique, de l'image, n'importe quoi, c'est pareil.
Des algorithmes, les algorithmes avec un I, hein, je reçois souvent des demandes de venir parler des algorithmes avec un Y, ce que je trouve très joli, et je réponds, j'ai l'algorithme dans la peau, j'arrive dans ce cas-là. Et les algorithmes, c'est des moyens de calcul conceptuels. Les algorithmes, c'est des objets conceptuels, de nature assez mathématique en général, d'une mathématique relativement nouvelle d'ailleurs, qui s'appelle l'algorithmique, et qui vont permettre de faire des calculs extrêmement différents. Il y a des milliers et des milliers d'algorithmes qui reposent tous exactement sur les mêmes bases. Et puis il y a les programmes. Un algorithme, c'est un objet conceptuel, mais il y a les machines, et les machines ne sont pas des objets conceptuels. Les machines sont des objets très rudimentaires, parfaitement stupides. Hein, donc oubliez le mot intelligence une fois pour toutes. La machine est absolument stupide. Elle fait que des choses hyper simples, du genre faire une addition et prendre un truc et le mettre ailleurs. C'est à peu près tout ce qu'elle sait faire. L'avantage, c'est qu'elle le fait 2 milliards de fois par seconde, tandis que vous le faites environ 4 fois par seconde en étant très entraîné. Et puis, la machine ne fait jamais d'erreur, ça c'est aussi un point extrêmement important dont on en parlera. Et puis, il y a les interactions et les interfaces qui nous permettent de, par exemple, les interfaces des téléphones, l'iPhone, qui les a créés, est l'œuvre d'un Français, et l'iPhone a été fait à Paris. C'est quand même intéressant de le savoir, je pourrais revenir là-dessus si vous voulez. Et puis bon, il y a un autre problème, c'est que maintenant, c'est pas nous les maîtres de l'informatique, c'est les objets. Il y a beaucoup plus d'objets que d'hommes sur Internet déjà, beaucoup plus. Il y en aura à peu près 100 fois plus dans pas très très longtemps. Ce sont les objets qui sont les principaux fournisseurs de données, c'est pas les hommes. Hein. Les données fournies par les hommes, c'est très important pour nous, mais c'est pas beaucoup. Alors, ce qui la rend très différent des autres sciences, c'est que c'est une science de construction. En physique, en biologie, on étudie un monde pour lequel on n'a rien fait dans ce monde, on n'a rien construit, on n'a pas construit la physique, on n'a pas construit la biologie, alors qu'en informatique, on fabrique tout. Ça, c'est complètement différent. C'est pour ça que ça va vite. On n'a pas étudié une nature préexistante. Bien, et puis évidemment, tout ça se mord la queue dans tous les sens, parce que les machines sont tellement extraordinairement compliquées, un ordinateur est beaucoup plus compliqué qu'un avion comme objet, et on ne peut les concevoir elles-mêmes qu'avec des algorithmes. Et c'est pareil pour les programmes et tout ça. Bon, c'est pas si simple parce que ça marche pas forcément. Et en gros, l'informatique, à la base, vous allez voir pourquoi ça a une passion, c'est de ne pas marcher. Surtout quand c'est des gens trop fiers d'eux qui la font. Et malheureusement, quand ça marche pas, vous allez voir, c'est très toxique. Et tout le monde s'en fout, c'est remarquable. On accepte des trucs qui marchent absolument pas, alors qu'on n'accepterait pas du tout dans notre domaine. Donc, il y a 2 propriétés qui vont nous intéresser. La sûreté. Ça veut dire que ça marche bien. Par exemple, quand vous conduisez votre voiture, que le frein, quand vous appuyez sur la pédale, freine. Ça n'a rien de garanti. Il y a longtemps que le frein n'est plus mécanique. Je vous expliquerai pourquoi. Et la sécurité, c'est-à-dire, ça on entend parler un peu plus, mais c'est très sous-estimé à l'heure actuelle. Vous allez voir aussi pourquoi. Bien, alors voilà les ancêtres importants du domaine. Donc le premier, c'est Al-Khwarizmi. Et c'est un véritable scandale que son nom ne soit pas connu ni enseigné à l'école. Il a quand même fait quelques petits trucs en maths, on n'en parle jamais. Il a par exemple introduit les chiffres arabes, qu'en Arabie on appelle les chiffres indiens. Ça fait marrer les Arabes quand on dit chiffres arabes. Hein. C'est lui qui a donné la solution de l'équation du second degré, racine de B2 moins 4AC sur 2A, c'est Al-Khwarizmi. Et puis il a inventé un petit truc qui s'appelle l'algèbre. Eh bien, on réussit à ne jamais prononcer son nom dans les cours de maths. Ça, j'ai jamais compris, mais c'est comme ça. Alors, Alan Turing, qui était un immense génie, qui n'a pas fait que l'informatique, il a aussi fait un grand pan de la biologie qui s'appelle la morphogénèse. Donc, le papier fondateur de l'informatique, il y a Turing, il y a Church, un autre qui a fondé la notion de langage en même temps. Ils ont fondé la notion de calculabilité et toute la théorie qui est toujours valable. Et puis Claude Shannon, à qui on doit l'essence de la communication et de la notion de théorie de l'information, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, elle s'appelait théorie de la communication. Voilà trois grands fondateurs du domaine. Turing était un génie, je dirais, tout près d'Einstein. Hein. Son nom n'est connu que depuis 2012 chez nous. C'était bien. Alors pourquoi c'est important l'informatique? Parce que c'est universel. Et la physique, il n'y a pas d'universel dans la physique. Dans la physique macroscopique, hein, il y en a dans la physique microscopique, mais pas dans la physique macroscopique. C'est la même. Il y a une seule notion d'information. Que vous fassiez de la télé ou de la médecine, c'est pareil. Il y a une seule notion d'algorithme. Il y a beaucoup de sortes d'algorithmes, mais la notion est la même partout. Et vous allez voir que ça va très loin, ça. Et puis, il y a une machine universelle. Ça n'existe nulle part ailleurs. L'ordinateur est une machine universelle. Alors, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Il n'y a pas de machine universelle en physique.
Le levier de l'information, on va le voir au travail, bon, il est extraordinairement efficace. D'abord, tout est transformé en information, dans la même information. Et vous allez voir que posséder l'information, c'est souvent beaucoup plus important que posséder la matière. Et ça, c'est le changement numéro 1 qui se passe en ce moment. Social. Mais il y a une grosse difficulté qui a conduit au refus français, d'ailleurs, raisonner sur l'informatique, c'est complètement différent de raisonner sur la matière, l'énergie et les ondes. Donc toute transposition du XXe siècle dans le XXIe siècle envoie dans le mur. C'est vraiment très simple. Ça veut pas dire qu'il faut oublier le XXe siècle, hein, c'est autre chose. Il ne faut pas penser pareil. Alors maintenant, on se rend compte que comprendre l'informatique, c'est juste essentiel pour le tout. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça va être enseigné au lycée à partir de l'année prochaine, pour toutes les secondes, puis une spécialité informatique. Alors, je suis copilote des programmes, donc on pourra en parler si vous voulez. Alors, premier exemple, on va prendre 4 métiers différents. Le métier d'imprimeur, le métier de fabricant de disques, le métier de photographe et le métier de mécanicien. 4 métiers différents, études différentes, techniques complètement différentes. Terminé. Au XXIe siècle, c'est les mêmes métiers. Il faut apprendre, il faut faire les mêmes études quasiment. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est devenu des nombres. C'est devenu des 0 et des 1 qu'on met sur des supports complètement interchangeables. Et il n'y a pas de différence sur ces supports entre un livre, une photo, et ça vous le savez bien. Vous téléchargez des partitions de musique, de la musique de la partition, le bouquin qui explique l'histoire de cette partition. Et puis, dans votre voiture, vous avez plein de choses qui sont informatisées, qui étaient avant mécaniques. Je dirais qu'une voiture, c'est essentiellement des ordinateurs à l'heure actuelle. Ah, donc ça, c'est important. Et puis, il y a un autre truc très important, c'est que ça a permis de faire des choses qu'on ne savait pas faire avant, comme par exemple, les bouquins, ça n'a pas changé, sauf qu'ils sont devenus électroniques, comme on dit. Électronique est un mot complètement... C'est un mot attaché à la matière, hein. Vous voyez, c'est pas de chance, il y a à peu près que des photons là-dedans, hein. C'est pas des électrons pour la plupart du temps. Quand on voit Internet, ça marche avec des photons essentiellement. Il y a aussi des électrons. Et pas tant que ça. La photo, c'est la même, mais c'est plus du tout la même techno, je vais en parler. Le disque, c'est un disque avec des milliards de trous, alors qu'avant c'était un truc avec des analogiques. Et puis voilà, par exemple, la mécanique s'est remplacée par les servomoteurs. Les avions, ça a commencé par l'Airbus A320, ça c'est des servomoteurs, c'est beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus fiable. Voilà, et puis les pacemakers et tout ça, c'est pareil. C'est la même informatique tout ça, hein. Et puis on peut changer des choses, par exemple la musique, vous avez vu qu'il n'y a plus de support. Plutôt, vous n'avez plus aucune idée d'où il peut bien être le support. Il en faut un quelque part, hein, mais on ne sait pas où. Un ou plusieurs, d'ailleurs, c'est pareil. Et donc, par exemple, le streaming, ça fait que gardez les compacts disques, hein, pour montrer à vos enfants, parce que ça n'existera plus bientôt, hein. C'est des objets qui sont vraiment à garder. Bon, c'est pas aussi attirant que le vinyle, qui a un côté joli, mais bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu plusieurs facteurs. Il y a le facteur matériel et le facteur intellectuel. Le facteur matériel, qui est aussi largement intellectuel, s'appelle la loi de Moore. Et la loi de Moore est une loi très simple, mais c'est un très mauvais nom. C'est pas une loi, c'est une décision industrielle de faire ce qui a marqué dans cette loi. Décision industrielle de dire les machines sont faites avec des transistors et on va doubler le nombre de transistors à peu près tous les 2 ans. Alors quand vous la lisez dans les journaux, c'est la puissance des ordinateurs double tous les 2 ans. Ça n'a rien à voir. C'est le nombre de transistors, mais enfin bon. Dans les journaux, on aime bien parler de trucs un peu plus... même s'ils sont faux, de trucs un peu plus attirants. Mais c'est comme ça. Donc on est passé, alors quand vous doublez tous les 2 ans, c'est efficace, hein. Le premier microprocesseur, Intel 4004, est là, il avait 2400 transistors. À l'heure actuelle, les gros microprocesseurs, on en mettons 25 milliards. Donc on n'est plus tout à fait au même rythme. Un téléphone, comme celui que j'ai normalement, si je ne l'ai pas perdu dans ma poche, il en a à l'heure actuelle 9 milliards. Le circuit d'un téléphone, il n'y a qu'un seul circuit dans un téléphone, il a 9 milliards de transistors. Il n'y a pas de machine physique avec 9 milliards de pièces, ça n'a jamais existé, hein. Il y a l'humanité qui a 9 milliards de pièces, mais en dehors de ça. Voilà, alors donc c'est des objets extraordinairement compliqués. La loi de Moore, évidemment, a été accompagnée d'une autre loi très rigolote que j'ai entendue toute ma vie, la loi de Moore va vite s'arrêter. Elle arrive au bout des limites. J'ai entendu ça pendant 20 ans. Il y a une deuxième loi associée qui est le nombre de gens qui disent que la loi de Moore va s'arrêter double tous les 2 ans. Bon.
Alors, elle commence à ralentir pour des tas de raisons qui sont essentiellement économiques. On dit on est aux limites de la physique. Ouais, ça devient compliqué, la physique, ça a toujours été. Mais c'est l'économie. Les usines de circuits, à l'heure actuelle, qui sont en fabrication, qui font des traits de 3 nanomètres. 3 nanomètres, c'est vraiment pas gros. Elles coûtent 30 milliards de dollars. Plus personne n'a le moyen de se les payer, y compris aux États-Unis. Et en France, nous ne sommes pas à 3 nanomètres, mais à 28 nanomètres, soit près de 10 fois plus. Et il faut faire le carré, parce que c'est des rectangles. Donc nous faisons des circuits 100 fois plus gros que enfin, avec 100 fois moins de choses dedans qu'en Asie. C'est comme ça. Bon, enfin, c'est pas grave. Ça a permis de faire des choses. Et ce que ça a permis de faire en particulier, c'est de transformer les grosses cartes électroniques auxquelles on était habitué. Ça a totalement disparu de la scène internationale. Ouais, elles sont toutes petites. Il y en a un peu parce qu'il faut les connecter dans ça. Ce qu'on appelle un système sur puce. Un système sur puce, donc mettons un circuit de téléphone, 9 milliards de transistors, dedans vous avez énormément de choses. Vous avez 8 microprocesseurs, ils font les calculs généraux, vous avez des trucs pour faire les images, les vidéos, le son, la radio, tout un tas de choses. La réduction de la consommation, etc. Donc ça permet de... Alors ce qui est vraiment bien, c'est qu'en gros le prix est le même. C'est-à-dire qu'un circuit à 28 milliards de transistors actuels, c'est moins cher qu'un circuit à 2000 transistors des années 70, hein. C'est juste la surface qui compte, et puis le volume, parce qu'il faut amortir le prix de l'usine. Bon. Et puis ça consomme moins, etc. Alors voilà, ça donne une machine universelle. Ça veut dire quoi? Si vous considérez, ça c'est un supercalculateur pour la physique. Alors la physique, ils ont des moyens infinis, donc ils achètent des supercalculateurs arbitrairement chers. Mais il y a une unité assez simple, c'est pour que ça consomme 20 mégawatts d'électricité. Après, vous avez les mêmes choses en conteneurs qu'on pose les uns sur les autres. Après, vous avez l'ordinateur de bureau, vous avez la tablette, quand on se sert de façon ridicule pour prendre des photos, et le téléphone qui sert essentiellement à être ridicule quand on prend des selfies. Et ces objets sont les mêmes. Mais il y a aussi celui-là, la machine à laver. Dedans, il y a un ordinateur. Il y a longtemps qu'au lieu d'avoir un programmateur spécialisé, on a pris une machine universelle qu'on a spécialisée. C'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas de différence logique entre l'ordinateur qui est là-dedans et celui-là. C'est la même bête, il y a une différence de prix et de vitesse. Mais ça fait la même chose, c'est capable de faire exactement les mêmes choses. Ça, c'est totalement nouveau. Hein, un moteur de Solex et un réacteur, c'est pas la même bête. Une machine à laver et un super ordinateur, c'est la même bête. Puis il y a eu une petite invention qui est largement faite par un Français d'ailleurs, l'invention du smartphone. J'aime beaucoup Philippe Guéluc et ce dessin-là est extraordinaire, où il dit tout ça, mon pote, ils ont réussi à le caser dans un smartphone, il doit y avoir un truc. Et regardez ce qu'il y a là. Il y a un téléphone, qui est la chose qui sert le moins à l'heure actuelle, un appareil photo, un tourne-disque, un album photo, un magnétophone, une machine à écrire, une radio, un réveil, une encyclopédie, et tout un tas de dossiers et une lampe de poche. Et tout ça, c'est dans votre smartphone. On s'habitue, hein. Et alors les gens disent le smartphone, c'est comme le couteau suisse. Pas du tout. Le couteau suisse, c'est pas terrible partout. Le smartphone, c'est excellent partout. C'est très différent. C'est un excellent appareil photo, ce qui est physiquement impossible. Vous allez voir pourquoi c'est quand même vrai. C'est un excellent téléphone. C'est un excellent encyclopédie. Vous avez juste l'intégralité du monde dedans, etc. Donc ça, c'est tout à fait nouveau. Pourquoi? Parce que l'information, c'est pas de la physique. Transporter de l'information, ça pèse pas des kilos. Pour vous montrer à quel point les gens ne comprennent pas ça, j'ai entendu sur l'image du trou noir, vous en avez entendu parler, ils ont dit il a fallu récolter une quantité extraordinaire d'informations, ça fait 500 kilos de disques durs. Pour trouver plus bête comme affirmation, je ne sais pas faire. Ça doit faire 300 grammes de mémoire flash. Et alors, ça veut dire quoi ça? Ça pèse 300 grammes ou 500 kilos? Ça n'a aucune importance. C'est la même information. Donc l'information, ça pèse pas, faut y faire. Quand on dit mon fichier pèse lourd, c'est juste pour se rattacher au XXe siècle parce qu'on a peur du XXIe. Hein. Bon, alors faut pas oublier que c'est pas le circuit qui compte dans le téléphone, c'est le logiciel. Et donc les logiciels d'un téléphone, alors asseyez-vous, ça tombe bien, vous êtes déjà assis. Un logiciel de téléphone, il y a à peu près 100 millions de lignes de logiciels dans votre téléphone. Et pareil dans une voiture, 100 millions. Donc c'est pas un homme qui l'a écrit, hein. Un homme, ça écrit pas beaucoup de lignes dans sa vie. Donc ce sont des très très grandes aventures.
Alors, ce que je vais montrer, c'est que l'informatique, ça change tout. Ce que j'appelle les inversions mentales, c'est un moyen très très simple d'en parler. Vous allez voir, c'est assez rigolo, mais c'est profondément marquant, je pense. Et puis, ce que je vais montrer après, c'est que justement, ce que fait l'informatique par rapport à la physique, c'est que ça la complète. Ça la nie pas du tout, hein. Ça la complète. On peut faire avec l'information beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire avec la physique, qui sont impossibles en physique et qui deviennent possibles tout d'un coup. Ça, c'est la chose peut-être la plus importante. Mais il faut rester les pieds par terre, hein. On peut faire de l'informatique idiote, ça se fait très bien, c'est pas un problème. Comme tout. Alors regardons les exemples. Alors le téléphone c'était assez simple. Vous avez quelqu'un qui téléphone de Paris à Delhi et il y a quelqu'un de New York à San Francisco. Et avant un téléphone ancien, il fallait un fil de cuivre continu qui allait de l'un à l'autre, hein. Et puis, quand on arrivait à le faire, ceux qui ont connu le 22 arrière de Fernand Reynaud sont priés de le montrer aux enfants pour montrer à quoi ressemblait le XXe siècle. Quand ça marche, eh bien, la ligne est entièrement occupée par une seule communication, hein, et pendant qu'on se tait, la ligne est toujours aussi occupée. Après, on a pour le coup électronifié et photonifié le téléphone en coupant la voix en petites rondelles, en compressant ces rondelles avec des techniques d'algorithmique. Merci, monsieur Shannon, pour le coup. Et donc, toutes les communications passent sur le même câble. Ça, c'est la révolution téléphonique des années 75-80. Giscard d'Estaing, le plan Giscard du téléphone, qui a permis à la France d'avoir du téléphone et un Minitel qui a fait croire qu'on avait le meilleur réseau du monde, ce qui était absolument pas vrai. Parce que c'était juste pas un réseau d'ordinateurs, c'était un réseau de terminaux d'ordinateurs pour faire des achats. C'est différent. Puis après, il y a eu un petit changement qui n'a pas été apprécié beaucoup en France, c'était le passage au sans fil. Or, c'est une révolution fantastique. Alors vous allez voir pourquoi, c'est très simple. Puis après, il y a eu un autre truc. Moi, j'ai beaucoup entendu quand j'étais dans toute ma carrière, j'ai entendu de toute façon, l'ordinateur, c'est pas important, parce que d'un ordinateur, je ne sors que ce que j'y ai mis. C'est aussi vrai d'une addition. Quand vous faites 4 plus 3 égale 7, 7 c'était déjà marqué dans 4 plus 3. Hein. N'oubliez pas que quand vous faites une addition 4 plus 3 égale 7, vous perdez de l'information. Parce que vous saviez que c'était 4 plus 3, maintenant vous ne savez pas même plus si c'est 4 plus 3 ou 5 plus 2. Donc vous pensez que vous avez gagné de l'information, c'est pas vrai, vous en avez perdu. Mais simplement, elle est plus lisible. Alors, dans l'ordinateur, on ne sort jamais ce qu'on y a mis. Alors ça, c'était la phrase prononcée par M. Homo Burecratus, hein, l'homme du XXe siècle. Et maintenant, elle est très très légèrement différente, c'est « d'Internet, je sors ce que le reste du monde y a mis ». Ah oui, c'est pas pareil, hein. C'est pas pareil. Wikipédia, par rapport à une encyclopédie, c'est complètement... D'ailleurs, toutes les encyclopédies ont arrêté parce que ça n'a plus de sens de faire une encyclopédie. Ça n'a plus de sens, c'est beaucoup trop petit, c'est jamais à jour. Dès que vous l'achetez, elle est périmée. Ben non, ça c'est une notion terminée. Voilà, puis surtout, on peut faire des tas de choses, d'analyser les données, on peut faire beaucoup de choses. Bon. Alors, regardez la cartographie. Comment vous faisiez, pour ceux qui sont nés au XXe siècle, comment vous faisiez pour savoir où aller? Quand vous commenciez par acheter la carte. Alors ça, c'est compliqué, il faut arriver à la trouver. Et puis, à quelle échelle on l'achète? De toute façon, et on ne va pas en acheter 3 parce que ça coûte la peau des fesses, une carte. Puis après, vous la dépliez, puis vous cherchez où vous êtes. Alors là, c'est pas forcément simple, ça prend du temps. Puis vous cherchez où vous voulez aller, puis après, vous cherchez la route. Alors ça, c'est rigolo à expliquer aux enfants maintenant. Il faut faire des démos pour leur montrer comment on fait ça. D'ailleurs, il faut toujours savoir le faire. Hein. Et puis, au XXIe siècle, c'est très différent. La carte du monde entier, vous l'avez, vous n'avez pas le choix. Elle est dans votre téléphone. Hein. Vous pouvez pas si vous voulez ne pas l'avoir, c'est un supplément. Ça vous dit tout de suite où vous êtes. Et vous tapez le nom de la destination, ça vous explique comment y aller. Il y a un nombre d'algorithmes absolument prodigieux là-dedans. C'est vraiment une grande aventure d'expliquer ça. Ça sera au programme du lycée, d'ailleurs, en bonne partie. Pas forcément approfondi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une carte moderne? Une carte, c'est plus un morceau de papier. C'est un dispositif algorithmique qui permet de visualiser des informations hétérogènes qu'on peut masquer ou pas. Hein. Les routes, les cadastres, les bâtiments, les forêts, la géologie, les photos aériennes, la météo, les annotations, tout ce qu'on veut. En 2D ou en 3D, de façon totalement adaptée à l'échelle, à la taille de l'écran et aux envies de l'utilisateur. Avec le papier, on avait du mal à faire ça, c'est sûr. Puis en plus, voilà par exemple une photo d'un coin de montagne que je connais bien. Là, c'est la Grande Casse, la Grande Motte, etc. Les dômes de chasse-forêt, l'ex-plus grand glacier d'Europe qui va disparaître en très, très peu de temps. Ça, c'est une photo aérienne qui n'a jamais été prise par aucun avion. C'est juste des maths et de l'informatique.
C'est le mélange de tout un tas de mesures qui ont été faites par des tas de satellites, des photographes, des gens qu'on m'a marqués sur le terrain, qui ont été mélangés, parce que c'est rien que de l'information, et que mélanger l'information, c'est pas dur. Voilà. Alors, regardons les inversions mentales. Alors, la première, sur le téléphone portable, j'aime bien. C'est moi, quand j'appelais une copine, en général, j'avais des copines, ne surprendrait pas, et quand je les appelais, la seule information que j'avais, comme elles étaient aussi baroudeuses que moi, c'est qu'elles n'étaient pas chez elles. C'était la seule information que j'avais. Et maintenant, quand j'appelle une copine, ce que je lui demande, c'était où? Eh oui. D'accord? C'est une inversion totale. C'est-à-dire, la géographie a disparu de la notion de communication. Ah oui, c'est pas un détail, hein. C'est énorme. C'est énorme. Ça avait déjà commencé un peu avec le train. On pouvait aller d'un endroit à un autre avec le train avant, on pouvait pas, hein. J'adore celle-là, c'est le petit-fils d'Eric Schmidt, un copain de l'Académie des technologies, qui arrive, il a 4 ans, qui arrive chez son grand-père et qui voit un téléphone avec un fil qui va dans le mur et qui lui dit « Papy, pourquoi t'as mis un antivol ?» C'est très joli. Alors une vraie, tout ça c'est des vrais, hein. On peut pas les inventer, nous. Une vraie, c'est une gamine de 10 ans qui a dit cette phrase géniale. « Maman, tu m'as dit que quand tu étais petite, tu n'avais pas d'ordinateur. Alors comment est-ce que tu faisais pour aller sur Internet ?» C'est une phrase vraiment très intéressante. Et une autre que je trouve adorable, c'est, alors là pour le coup, le fils d'un copain, 10 ans aussi, qui revient de chez son voisin, et qui dit « Papa, le voisin a un ordinateur incroyable, tu appuies sur les touches et il imprime tout de suite. » Qu'est-ce qu'il venait de voir? Ben, une machine à écrire. D'accord? Bon, voilà, donc il y a un léger changement de mentalité. Donc ça veut dire que les hommes du XXe siècle, s'ils raisonnent sur le XXIe siècle, ils ont tout faux. Ils ne peuvent pas comprendre comment les gens du XXIe siècle travaillent. Pourquoi? Surtout les enfants. Parce que pour un enfant, c'est pas comme pour un adulte. L'ordinateur, le smartphone, Internet, c'est des parties de la nature exactement au même titre que le merle, le vélo ou le chat, ou la montagne. Ce sont des parties de la nature. Ça veut dire que ça existait avant eux. Et bien pour les adultes, c'est pas ça. Donc les adultes ne peuvent pas comprendre les enfants s'ils ne comprennent pas ça. S'ils le comprennent, ils peuvent essayer de se mettre à leur place. Mais s'ils ne veulent pas comprendre ça, c'est désespéré. Et ne pas comprendre les enfants, c'est embêtant parce que ça veut dire que les enfants arrêtent de comprendre les adultes. Il faut être très clair. Alors avec ça, bon, la société s'est progressivement numérisée. Ça n'a pas commencé par la société, ça a commencé par la bombe, d'abord, bien sûr, comme toujours. Et puis par des tas d'autres choses, les sciences, etc. Puis après, on a fait le commerce, les banques en ligne, les réservations. Est-ce que vous vous rappelez comment on faisait une réservation au XXe siècle? C'est difficile à se rappeler. La cartographie, la culture, la radio, la TV. Ben, la radio, c'est complètement changé. Par exemple, moi, je suis très consommateur de podcasts parce qu'en France, on a des radios fantastiques comme France Culture, qui a des émissions de sciences très, très remarquables, par exemple. Eh bien, on n'est pas forcé d'allumer la radio au moment où ça se passe. Avant, il fallait avoir un magnétophone, mais il fallait être là pour brancher le magnétophone. Maintenant, non. Mes podcasts, je les ai quand je veux. Donc, c'est complètement différent. L'information, bien sûr. Alors, j'ai mis un point d'interrogation à réseaux sociaux. Vous comprenez pourquoi, j'espère. L'État, les services publics, ça marche très bien. Alors, actuellement, il y a des progrès fantastiques, ce qui est assez surprenant. Ça n'a pas été garanti tout le temps. L'échange de biens, l'échange de savoir. L'échange de recettes de cuisine est une très grande activité d'Internet, et ça, c'est une bénédiction mondiale. Marmiton.com est un des sites les plus importants d'Internet et les plus consultés aussi. La lecture, la couture, la décoration, à peu près tout ce que vous voulez. Le modèle réduit, tout ça s'est passé comme ça. Alors, il y a beaucoup de nouveaux acteurs qui sont arrivés, comme des privés, donc vous pouvez laisser tous le nom. Ils ont tous des jolis sigles, vous remarquerez. Et puis voilà, donc bon, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces acteurs? Ils sont complètement différents des précédents. 100%. Alors, regardez pourquoi. Qu'est-ce que c'est que l'hôtellerie? Avant, une hôtellerie, ça consistait à avoir des hôtels. Maintenant, ça consiste surtout à ne pas avoir d'hôtel. Les rois de l'hôtellerie n'ont pas d'hôtel. Ils ne sont pas fous, parce que les hôtels, c'est les emmerdes. C'est la matière, les chasses d'eau qui fuient, les clients. Non, ce qui compte, c'est de savoir c'est de l'information, c'est de savoir qui veut aller où, quand et pourquoi. Pourquoi on ne le demande pas, mais on finit par le deviner. Ça, c'est un peu toxique, mais les gens n'acceptent pas parce qu'ils ne sont pas au courant, ils ne devraient pas accepter ça. Voilà, ça s'appelle Booking.com ou Airbnb. Et vous voyez la puissance de ces objets-là? Pourquoi on ne les a pas inventés, nous? Parce qu'on n'a jamais cru à l'informatique, c'est très simple. Et leur devise est très simple, c'est un pour tous, tous pour un, mais 15%, ce qui est pas très agréable pour les hôtels.
La musique et la vidéo, par exemple, mais pourquoi il y aurait besoin d'un support physique pour la musique? Quand un quatuor joue devant vous, il n'y a pas de support physique entre lui et vous. Pourquoi il y aurait besoin d'un support physique? Il n'y a pas besoin d'un support physique pour la musique, c'est bien qu'elle soit n'importe où. Alors les gens disent, oui, mais le vinyle, ça sonne mieux. Alors ça, foutaise, hein, ça, moi je suis président du conseil scientifique de l'IRCAM, le plus grand institut en acoustique du monde. Je peux vous dire qu'il y a très 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 longtemps qu'on sait que le vinyle sonne beaucoup moins bien, mais qu'il a des distorsions qui sont agréables à l'oreille, il a des défauts agréables à l'oreille, qu'on sait d'ailleurs reproduire numériquement si on a envie. Voilà. Bon. Voilà, il y a beaucoup de problèmes, bien sûr. Payer pour ne pas avoir de publicité, c'est vraiment une nouveauté. Et les gens on vous a habitué au gratuit. C'est une des grandes arnaques du XXIe siècle. Hein, je vous rappelle la devise de Google et des autres. Si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Hein, c'est ça la devise officielle. Hein. Donc voilà. Et puis il y a des tas d'autres choses. Il y a les sites participatifs. Wikipédia, c'est exceptionnel. En sciences, c'est tout à fait extraordinaire. Il y a d'autres domaines où il y a des emmerdeurs qui font des trucs, des conneries, mais ça, c'est vrai partout. La cuisine, j'en ai parlé, la cartographie, les voyages. Couchsurfing, c'est un truc absolument merveilleux. Vous pouvez, si vous connaissez pas, vous pouvez vous inscrire. C'est des sites où des gens mettent à la disposition de gens qui viennent une chambre gratuitement. Ils disent, ben voilà, n'importe qui peut venir dans ma chambre 1 ou 2 jours pour qu'on discute le coût. Puis quand on vient, on a le droit de laisser des cadeaux, mais c'est pas obligatoire. Et ça marche à l'échelle de millions de gens, ça. Hein. Bon, le financement participatif, le cirque, ça marche beaucoup avec ça. Les arts de la rue marchent beaucoup avec ça. Voilà. Et puis les logiciels, beaucoup d'acteurs non commerciaux, Wikipédia, j'en ai parlé, logiciels libres. Linux, par exemple, le fameux système Linux, il y a eu jusqu'à maintenant 20 000 personnes qui y ont participé. Vous connaissez une chose où 20 000 personnes ont participé, et c'est juste le meilleur système au monde. Hein. Donc voilà. Par exemple, l'archive d'Internet, alors c'est pas du tout Internet, les gens disent mais Google sauve Internet, ça n'a aucun sens, c'est absurde. D'abord, le web et Internet, c'est 2 choses complètement différentes. Mais voilà, donc quand même, il y a des gens qui s'inscrivent à l'archive, ça fait 15 pétaoctets, un pétaoctet c'est 1000 téraoctets, donc c'est à peu près 100 des plus gros disques que vous pouvez acheter. 330 milliards de pages, 2 millions de livres et 10 millions de textes, hein, c'est plus gros. Rien que ce projet-là, c'est plus gros que la bibliothèque du Congrès américain, qui est la plus grosse du monde. Software Heritage, c'est le recensement de tous les logiciels qui ont envie de se faire recenser. Il y a quand même beaucoup de choses. Hein. Il y a 4,5 milliards de fichiers sources et 83 millions de projets logiciels. Vous saviez qu'il y avait 83 millions de projets logiciels? Mais ça, c'est juste ceux qui ont envie de s'inscrire, ceux qui se sont inscrits, hein. Enfin, qui ont été inscrits. Les sciences, on vous a fait la photo des trous noirs l'autre jour. Ça, c'est pour la pub, hein. C'est pour avoir du fric, ça, parce que la photo du trou noir, c'est exactement ce qu'on attend, mais c'est assez merveilleux. Mais je vous signale quand même que la quantité d'informations et de calculs là-dedans, personne n'en parle jamais. Mais c'est le principal, c'est complètement extrême. Bon, voilà. Et c'est une grande culture mondiale. Alors voilà. Je vais vous montrer maintenant le couplage avec la physique, parce que c'est là que se passent vraiment les choses, en fait. Là, on a parlé de l'information humaine. Si vous allez voir, c'est un peu minoritaire, c'est intéressant. Alors là, on va faire des choses qu'on ne peut pas faire avec la physique. Par exemple, la photo. La photo est complètement révolutionnée. Alors ça, c'est mon dada. Dans mon bouquin Hyperpuissance de l'informatique, il y a 40 pages qui expliquent ce que c'est qu'un appareil photo maintenant, qui n'a plus le moindre rapport avec un appareil photo ancien, sinon que ça fait des photos, et qu'elles sont bien bien meilleures que ce qu'on faisait avant. Au XXe siècle, on apportait la pellicule de labo, le lendemain on envoyait les résultats. Maintenant, c'est aussitôt pris, aussi développé, parti, arrivé. Hein, ça vous avez remarqué. Petit changement. Donc voilà les appareils photo modernes. Il y en a qui ressemblent aux vieux. Moi, c'est ça que j'utilise. Ça, c'est petit, ça fait des très très belles photos. Ça, c'est petit, ça fait des merveilleuses photos. Pourquoi? C'est bizarre, c'est impossible. Hein. C'est un capteur ridicule, un objectif qui ne vaut pas un clou. Il y a un problème. Hein. C'est pas possible. Pas possible. Facebook reçoit 2 milliards de photos par jour. Hein. C'est pas 2 milliards de photos. Il y a jamais ça a été pris en un an, ce 2 milliards de photos. Jamais avant. Hein. Là, c'est par jour. Alors voilà, ça c'est une photo argentique typique. Vous avez un grand angle, vous allez dans une église, il n'y a pas beaucoup de recul, vous prenez un très grand angle et voilà, un effet d'optique normal. Les lignes droites sont courbes. Alors vous faites ça avec votre téléphone. Ben oui, alors photo argentée, là c'est fini. Remettre les lignes droites, c'est des prouesses extraordinaires qu'on ne sait pas vraiment faire.
Avec les numériques, ben c'est l'inverse. Quand vous prenez la photo, c'est là que ça commence. Vous allez déclencher des dizaines d'algorithmes sur votre photo qui vont par exemple vous faire ça. Donc vous apercevrez jamais que à l'intérieur de votre téléphone, c'est ça la photo. C'est ça que vous voyez à la sortie, parce que ça sait comment on remet les lignes droites, puisque ça sait pourquoi elles sont courbes. Vous pouvez faire, pour un clic de plus, vous pouvez faire ça, par exemple. C'est complètement gratuit, ça. Hein. C'est totalement évident. Essayez ça à la main avec un agrandisseur. Vous allez voir que ça va être flou dans les deux coins, mais là, non. Voilà. Bon, ça, c'est rien. Plus intéressant, la macro photo, pour ceux qui aiment. Là, vous avez une photo de mouche. Alors, c'est dur à faire parce que vous avez le choix entre la tête et les pattes de net, parce qu'il y a très peu de profondeur de champ. Puis ça, c'est la physique, on n'est plus rien. Hein. Et ben voilà, vous prenez 6 ou 8 images. Maintenant, tous les appareils font ça. Vous prenez 6 ou 8 images en décalant automatiquement, vous n'avez rien à faire, ça décale automatiquement la netteté. Et ensuite, des algorithmes vont mélanger ces images. C'est exactement ce que font vos téléphones. Et vous allez être net de la tête à la queue. Ça, en physique, on ne peut pas. Alors, votre téléphone, il fait ça. Pourquoi il prélève votre photo? Je ne sais pas si vous savez, mais quand vous appuyez sur la photo de votre téléphone, la photo est prise avant et pas après. C'est bizarre, hein? Alors, vous me redemanderez tout à l'heure pourquoi. Alors, voilà aussi ce qu'on appelle très improprement intelligence artificielle, c'est-à-dire la perception par apprentissage. Ça, c'est un vrai nom. Qui est la reconnaissance dans les images, qui vient de donner le prix Turing, qui est le prix Nobel d'informatique. Enfin, Nobel n'était pas au courant, donc c'est pas le prix Nobel. C'est Nobel qui a donné le prix Turing de physique à des gens plutôt, faudrait dire. Et donc il y a Yann Lequin, hein, qui est un breton, très breton, et qui a été professeur au Collège de France. Vous avez ses cours sur le Collège de France. Et donc on sait reconnaître automatiquement, avec des caractéristiques assez remarquables, on sait reconnaître automatiquement tout ça. On sait traduire les langues en temps réel, on sait traduire les livres. J'ai un copain qui me dit, je suis en train de traduire un article. Alors, il est du XXe siècle, mais je lui pardonne, mais je lui dis, mais enfin, pourquoi tu n'appelles pas un traducteur automatique? Ce sera bien meilleur que toi, à l'heure actuelle, sur un article scientifique, pas sur Proust. Hein. Voilà, et puis par exemple, voilà, ça c'est de la médecine de routine. Hein, vous allez, là, c'est une opération de la hanche, je pense. Vous voyez, le patient, qui est très patient dans le cas précis, parce qu'il est un peu endormi, le patient est dans un scanner, et le chirurgien, il est rentré par, je ne sais pas où, par une veine, par n'importe où, et il opère sur l'écran. Il n'opère pas en regardant le patient. De toute façon, il n'y a rien à voir dans le patient. Hein. Le patient, vous ne pouvez rien voir. Donc voilà. Et ça vous permet de faire de la chirurgie ambulatoire, qui est un progrès merveilleux. Ici, vous avez une opération du cœur. Donc ça, c'est une photo prise par un téléphone, par un des copains avec qui j'ai organisé mon co-organisateur de mon congrès cette année en imagerie médicale et apprentissage. Ça, c'est une opération de fibrillation de l'oreillette, donc un truc où on vous ouvrait le cœur avant. Hein. On vous coupait le sternum, on vous ouvrait le cœur. Maintenant, vous arrivez à 10h du mat, ou 8h. Et puis, vous voyez, il est en train d'opérer. Ça, c'est 2 images. Voilà, le PET scan, donc un scanner à émission de positrons, c'est de la physique. Mais c'est pas la physique qui fait cette image-là, c'est des algorithmes, bien sûr. Et puis là, c'est d'autres algorithmes qui font la physique. Ça, c'est l'échographie vue de l'intérieur du cœur par la sonde. Et puis là, en réalité virtuelle, vous avez les endroits où il faut aller taper, avec une image de la sonde, là, en réalité virtuelle aussi. Et il travaille avec ça, le chirurgien. Hein? Et vous ressortez 2 heures après en pleine forme. Enfin, si l'opération a réussi, ce qui est un autre problème. L'informatique qui est pour rien, là. Et ça, c'est pas de la science-fiction, c'est tous les jours. Hein? C'est tous les jours. Tous les jours dans les hôpitaux standards. Hein? C'est beaucoup mieux que la science-fiction. Ben là, vous voyez, qu'est-ce qui est le plus important, la machine ou l'algorithme? C'est le mélange des deux. Un IRM, le prix d'un IRM à l'heure actuelle, vous voyez, l'IRM, c'est l'ion liquide des éléments, le prix des algorithmes est à peu près égal au prix de la physique. Parce que les algorithmes sont durs et que les hommes, ils sont chers. Par exemple, ici, vous avez des modalités d'imagerie différentes. Vous avez un scan anatomique, vous avez un scan angio qui monte les vaisseaux sanguins, vous avez un IRM de diffusion qui vous montre les fibres nerveuses. Ça, c'est de la physique ultra fine, mais encore une fois, c'est pas la physique qui produit l'image. Il y a longtemps que la physique n'a jamais pu produire ces images. La physique produit une quantité énorme de données qui valent pas grand-chose, qui sont très bruitées, et le mélange de physique et algorithme sont vraiment bons.
Et puis vous avez l'IRM fonctionnel qui vous mesure ce qui se passe en temps réel sur la consommation de glucose, plutôt la circulation du sang dans votre cerveau. Et puis avant, il regardait ça, un médecin, il regardait toutes ces images différentes. Maintenant, non. Maintenant, il va regarder un 3D. Et par exemple, pour là, vous avez une malheureuse tumeur du cerveau, mais je peux vous assurer que pour un radiologue, mesurer le volume d'une tumeur du cerveau en regardant 40 radios, ça prenait un temps fou et c'était pas précis. Là, vous avez un truc comme ça, vous faites retour chariot, vous avez le volume au mini-poil. Hein. Donc c'est pas pareil. Les algorithmes, c'est vraiment utile. Parce qu'en gros, nous, on n'est pas capable de faire grand-chose. On est capable d'inventer des trucs et puis de se débrouiller bien avec nos mains et c'est tout. Mais qui sait faire une multiplication de 3 chiffres par 3 chiffres de tête dans la salle? Ben voilà, donc personne. Donc on n'est pas très doué. Donc quand on dit que la machine nous a battu au go, il y a très très longtemps qu'elle nous bat à la multiplication. Hein. Faut pas s'étonner quand même. Bon, alors les sciences, ben voilà, donc j'ai montré un scanner, hein, ça c'est des sacrés trucs. Les robots, personne ne raconte jamais que c'est de l'informatique. Une quantité folle d'informatique. Moi j'ai eu la médaille d'or CNRS le jour où Philae s'est posé sur la comète Chury. Il n'y a personne, alors on a fait des trucs merveilleux et tout, il n'y a personne qui a dit mais comment on a fait pour y aller sur ce petit bout de glace avec un vol qui dure 2 ans ou beaucoup plus que ça? Comment on a fait pour arriver à trouver ce petit bout de glace? Eh ben ça s'appelle des maths et de l'informatique. Puis aussi de la physique, mais la physique on lui dit faire prout par-ci, prout par-là, c'est tout ce qu'elle fait la physique hein, pendant le voyage. Les séquenceurs, ça on fait les télescopes ici. On fait un grand télescope avec 4 télescopes, ben l'image elle est entièrement conçue par des algorithmes. Les astronomes sont très très bons en algorithmique. Hein. Un séquenceur d'ADN, ben oui, c'est une grande machine informatique, plus une machine de biologie. C'est le mélange des deux, tout le temps. Alors, la simulation numérique, c'est vraiment très très important en sciences et en technologie. Vous savez, un avion, il n'y a plus de maquettes. Avant, vous avez des maquettes au sol, on les mettait dans les souffleries, ça n'existe plus ça. C'est entièrement conçu sur ordinateur et sur logiciel, un avion. Il n'y a pas de plan manuel, ça n'existe plus. Tous les plans sont des plans informatiques. Personne ne fait jamais un plan autrement. Et par exemple, ici, vous avez une simulation d'Ariane. Alors pourquoi le moteur d'Ariane? Bon, ça chauffe, hein. Donc il faut regarder un peu les turbulences qui sont là-dedans. C'est ça qui fait perdre le rendement du moteur. Et ça, c'est les températures qu'on voit. Et c'est pas très facile à mesurer les températures d'Ariane en vol. Et courir après avec un thermomètre dans la main, c'est pas donné. Hein. Donc c'est juste la seule solution qu'on a. Faire sauter une supernova, donc une étoile qui arrive en fin de vie et qui explose, ils n'ont pas encore eu de budget pour faire ça au labo, les astronomes. Hein, on est assez contents. On ne peut le faire qu'en simulation. Les collisions de galaxies dans le ciel, si on attend de les regarder en temps réel, ça va pas être terrible pour la science. Hein, donc on les simule. Donc on sait simuler, alors pas tout, hein, un humain, on ne sait absolument pas le simuler, bien entendu. L'intelligence encore moins, mais voilà. Et puis les protéines, par exemple, la façon dont se replie une protéine, qui est critique pour la santé, c'est un énorme enjeu de simulation. Puis là, vous avez la chirurgie, donc ce qu'on appelle une tétralogie de Fallot, qui est une maladie pour les enfants qu'il vaut mieux traiter, parce que le cœur est un peu anormal. Et la chirurgie a un point commun avec l'informatique, c'est couper-coller la chirurgie, hein. On coupe, on colle. Donc, pour guérir ça, il faut couper. Mais où est-ce qu'on coupe? Avant, c'était un pifomètre et maintenant, c'est un simulomètre. C'est joint au pifomètre, d'ailleurs, parce que ça va mettre du temps à être parfait, tout ça. C'est beaucoup de boulot. Bon, c'est quoi la simulation? Quand vous simulez un phénomène sur ordinateur, vous enlevez toute la matière, toute l'énergie, toutes les ondes. Vous les remplacez uniquement par l'information. C'est ça, la simulation. Vous enlevez les lois de la nature, vous les remplacez par des algorithmes. Vous représentez dans une machine sur de l'information les algorithmes de la nature. Et vous faites marcher la nature en pot, comme on fait pour les plantes. Alors c'est pas très facile parce que la nature est très parallèle, la biologie est horriblement parallèle et les ordinateurs pas. Ça c'est la grande limite de la simulation. Mais vous pouvez jouer à des jeux marrants. Par exemple, vous pouvez simuler très vite des phénomènes lents. Si vous regardez le cours de Françoise Combe au Collège de France sur les collisions de galaxies, en dehors de la simulation, mais alors ce qu'ils peuvent faire, c'est des simulations, mais dans le ciel, ils ont tous les âges. Donc ils peuvent aller voir aux différents âges si leur simulation a effectivement la bonne tête. C'est comme ça qu'on fait, mais vous ne regardez jamais au même endroit. C'est très bien, vous pouvez simuler très lentement des phénomènes rapides, par exemple le repliement des protéines qui dure des microsecondes ou des millisecondes. Eh bien, il faut le regarder faire doucement. Vous faites des ralentis, des accélérés.
comme vous voulez, et puis vous faites des simulations en temps réel, par exemple, pour entraîner les pilotes d'avion. Là, il vaut mieux être en temps réel. Et puis, alors, il faut de la matière et de l'énergie, encore une fois, pour simuler. Il faut acheter un ordinateur, ou un petit, un gros. Mais le même ordinateur simule tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de différence entre la biologie, la physique ou le social, c'est la même chose. C'est exactement les mêmes machines pour faire tout. L'universalité est complètement une notion unique. Bien. Alors, il y a des limites à la simulation. Les Américains ont une phrase très bien, ils disent « You don't find oil by bringing the map ». Vous ne trouvez pas du pétrole en frôlant la carte. Donc il faut se méfier de la simulation, évidemment. On peut être content de sa simulation, elle peut n'avoir rien à voir avec la réalité. Mais ça, c'est déjà vrai pour la physique. Hein. Et je vous rappelle que pendant longtemps, il y a un traité de physique extraordinaire qui dit ça. La trajectoire du boulet de canon, c'était une droite, il y avait un impétus au départ. Le boulet partait suivant une droite. Quand l'impétus était nul, il faisait un arc de cercle et il tombait verticalement sur la cible. Alors ça ne devait pas être terrible pour viser. Et la photo de couverture de ce manuel d'artillerie a été faite par un peintre qui a dessiné une magnifique parabole. Je trouve ça absolument merveilleux. Donc c'était le peintre qui simulait bien. Alors ce qui se passe aussi maintenant, c'est un grand changement. C'est que ce qui va dominer Internet, c'est les objets. Hein, et je parle pas des... Alors dans les journaux, on vous dit les objets connectés, c'est quoi? C'est les smartphones, les assistants vocaux. Ça n'a rien à voir, ça. Les smartphones et les assistants vocaux, c'est un ou deux. Il y a plus de smartphones que d'humains, mais c'est à peu près un par homme, disons. Non, on va aller beaucoup plus. Ce sont les objets du XXe siècle. Les avions, les voitures, c'est pour ça que j'ai mis que des vieux. Les avions, les voitures, les vélos, les télés, les pacemakers, les fusibles. Ils sont tous, à l'heure actuelle, en train de s'informatiser. Pourquoi? Parce qu'on y gagne énormément. Par exemple, pour l'énergie, c'est très important de pouvoir calculer les consommations. Si on ne vous avait pas vendu aussi mal le compteur Linky, vous aurez peut-être compris pourquoi c'était intéressant comme objet. Mais la façon dont ici sont pris, c'est sûr que ça n'aide pas. Voilà, les machines à laver, j'en ai parlé, les feux d'artifice, les satellites, tout ça va se faire informatiser parce qu'on y gagne énormément. On peut beaucoup mieux maîtriser l'énergie, on peut apprendre beaucoup de choses. On peut beaucoup mieux organiser une ville si on s'y prend bien, pas si on s'y prend pas bien. Voilà la voiture que j'ai achetée en sortant de l'école, d'accord? C'était à peu près 1967, non, 70 pour moi, mais enfin, j'avais une 203, c'est pas tellement différent, avec des flèches, j'étais super content. Et la même maintenant, eh ben, il y a toujours le même nombre de roues, de sièges, de vitres et tout, mais l'intérieur est 100% différent. Dans une voiture, vous avez au moins une trentaine d'ordinateurs et 100 millions de lignes de code, à peu près autant que dans un logiciel. Pourquoi? Eh bien, parce que vous ne pouvez pas, il y a plein d'opérations dans une voiture que vous ne pouvez pas faire. Un exemple typique, c'est freiner. Quel est le problème quand on freine? Le problème, c'est que les quatre roues ne sont pas sur le même sol. Donc, il ne faut pas freiner pareil les quatre roues. Et c'est pour ça que maintenant, on ne part plus en dérapage. Avant, on partait en dérapage quand on freinait, parce qu'il y avait une roue qui n'était pas pareille que les autres, et zip. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, normalement, pour être malin, il faudrait avoir 4 pédales. Mais avec 2 pieds. Donc là, maintenant, on a des algorithmes qui savent freiner très bien. Beaucoup d'autres choses. Le contrôle moteur, dont vous allez voir que c'est un peu problématique des fois. Voilà. Puis bien sûr, la voiture autonome, laissez tomber, c'est pas pour tout de suite, de loin. Hein. Ça, c'est encore des racontards de marketing. C'est très très difficile à faire. Et le chef de ça, qui est Google, hein, pour le coup, dit nous, c'est pas avant 10 ans qu'on pense qu'on arrivera à faire ça, si on y arrive. Mais enfin, sur le trajet, on fera l'état d'autres trucs. De toute façon, une voiture automatique, c'est quoi l'intérêt? Un autobus automatique, ça on a. Voilà. Alors, oui, voilà le problème, et je vais en parler maintenant, c'est les bugs. Alors, dans les voitures particulièrement, comme les conducteurs, comme vous et moi, enfin pas moi parce que j'ai pas mal travaillé avec les gens des voitures, mais comme vous ne savez même pas qu'il y a de l'informatique dedans, vous ne savez pas qu'elle ne vaut pas, qu'elle n'est pas très bonne. Autant dans un avion elle est bien parce qu'elle est extrêmement auditée, certifiée, critiquée et tout. Dans un train, dans une voiture, il n'y a absolument pas la moindre contrainte. Mais c'est pareil dans les dispositifs médicaux. Les pacemakers ont été analysés il y a 2 ans, les pacemakers des 4 plus grands fabricants. Et on a trouvé qu'il y avait simplement des milliers de problèmes de sécurité majeurs à l'intérieur et qu'il était complètement trivial de prendre le pouvoir sur les pacemakers depuis l'extérieur. Même chose pour les pompes à insuline. Pourquoi? Parce que la plupart des médecins ne savent même pas qu'il y a du logiciel dans un pacemaker. Le pacemaker, c'est essentiellement du logiciel. Hein. Pas oublier ça. Toute la fonctionnalité du pacemaker est faite par le logiciel. Voilà, donc c'est quoi un bug?
Alors justement, la cinquième génération dont on vous rebat les oreilles, c'est un truc sérieux, hein, mais c'est pas pour vous, hein, c'est pour les objets. Là, ça ira plus vite pour vous, mais c'est pas là que ça se passe. C'est beaucoup plus malin dans tous les sens. Ça consomme moins d'énergie et tout. Mais la clé de la cinquième génération, c'est 1 million d'objets par kilomètre carré. C'est ça que c'est censé traiter. Hein, voilà, c'est fait pour ça. Je vais pas parler de ça, mais je vais vous expliquer ce que c'est qu'un bug. Parce qu'un bug, ça n'existe pas tellement ailleurs. Donc en informatique, on parle souvent du bug, mais des gens qui parlent d'algorithme ne savent pas ce que c'est, et les gens qui parlent de bug non plus. Alors ça, vous allez voir, c'est facile à comprendre. Alors l'informatique, le problème, c'est qu'il y a un gouffre absolu entre nous et l'ordinateur. Nous, ici j'ai Kepler, quelqu'un j'aurais bien embauché, quelqu'un d'intuitif, d'une rigueur assez moyenne, c'est juste un homme quand il essaie d'être rigoureux, même un matheux, fait ce qu'il peut, et puis lent. Là, vous avez un Pentium, là c'est un Pentium, ça, c'est pile le contraire. Ça va super vite, ça fait des milliards d'opérations par seconde, ça se trompe jamais, mais vraiment jamais, c'est rarissime une erreur dans un ordinateur, et c'est parfaitement stupide, ça ne fait que des trucs complètement idiots avec une conscience professionnelle absolue. Donc c'est pile le contraire. Quand j'enseignais aux enfants de mon école Montessori, les 6-8 ans, je leur disais, on va faire de l'informatique, on va essayer de faire les choses en étant aussi bête qu'un ordinateur. Vous savez ce qu'ils me répondaient? C'est trop dur. Mais oui. Alors voilà, le problème c'est que passer une idée de là à là, c'est très compliqué parce que c'est deux mondes extrêmes. Et si on ne le fait pas bien, eh ben c'est là qu'on va créer des bugs. Alors je vais vous montrer pourquoi un tout petit bug, et les bugs c'est comme les ballons de baudruche. Vous avez un gros ballon, vous faites un trou avec une toute petite aiguille et frouf, il n'y a plus de ballon. Mais les bugs c'est ça. C'est ça le problème. Alors voyez, regardez. Regardez, vous avez ici Manhattan, j'ai enlevé Broadway. Enfin, c'est Manhattan ou n'importe quelle ville américaine, ça peut être Phoenix. Voilà, moi je suis là, j'ai un copain qui habite là, je lui dis viens chez moi. Il me dit, oui, là, Manhattan, j'y comprends rien, les travaux et tout, il faut que tu me dictes l'itinéraire. J'ai dit, bon, ben d'accord, donc il m'a dit, tu me le dis comme si j'étais un ordinateur. Donc, ok, je prends un langage, ce qu'on appelle un langage machine, formé de 3 symboles, tout droit, à droite, à gauche. Et je lui dis, à chaque carrefour, tu fais exactement ce qui est marqué. Et si tu fais ça, parce qu'on ne peut pas aller tout droit à Manhattan, vu les travaux, les trous dans les routes, les sens uniques, les feux rouges cassés, les embouteillages et tout. Voilà, donc si tu fais ça, tu arrives chez moi. Alors il prend son machin, il l'écrit sur un papier, puis il est à côté, il lit son papier, puis c'est comme un peu le bordel sur la route. Donc il va faire, mettons, une toute petite erreur. Il va simplement faire une lettre d'erreur. Alors un programme, ça peut faire, j'ai dit, des millions de lignes. Hein. Donc vous pouvez faire une lettre d'erreur. Qu'est-ce qui se passe? Oh, pas grand-chose. Hein, il se passe juste ça. D'accord, le chemin est pratiquement le même, il y a juste un moment où il a tourné à droite. Donc où est-ce qu'il arrive? Avec une conscience professionnelle immense, n'importe où. Et le problème, c'est que si l'erreur avait été ailleurs, il serait arrivé dans un autre n'importe où. Et le nombre de n'importe où est beaucoup plus grand que le nombre d'endroits intéressants qui est de 1. Voilà, donc vous avez tout compris. Faire de l'informatique, c'est facile. Faire de l'informatique juste, c'est l'enfer. C'est très difficile. Et donc, notre métier, c'est de donner des outils pour faire juste. Une fois qu'on a compris ça, quelqu'un qui n'a pas compris ça, il faut surtout lui interdire de faire un projet professionnel. C'est ça qui fait Louvois, c'est ça qui fait tous les systèmes complètement buggés dont vous avez déjà entendu parler. Je vous donne un exemple quand même. Là, c'est pas un bug, c'est des dizaines qu'il y a là-dedans. Toyota, vous vous rappelez pas du rappel de la pédale d'accélérateur de Toyota? Ils ont tué de façon certaine 89 personnes aux USA, et en fait, il y en a sûrement beaucoup plus que ça. La bagnole part juste à fond. Tout droit. Voilà, puis prouf. Alors ils ont dit non, mais c'est la faute des conducteurs, ces crétins d'Américains, ils ont encore appuyé sur l'accélérateur au lieu du frein et tout. Bon, il y a un juge américain qui a dit on voudrait voir le programme du contrôle du moteur. Parce que le moteur, c'est essentiellement, tout est fait par programme dedans, enfin, sauf l'explosion évidemment. Le juge a dit, le Toyota a dit non, le juge a dit, on est en Amérique, le juge a dit bon, mais il n'y a plus de Toyota aux États-Unis. Alors, Toyota a dit oui, et voilà le rapport d'expertise. Voilà. Il y a beaucoup trop de fonctions qui sont très très complexes dans le logiciel. Elles ne sont pas testables. Il n'y a aucun moyen de fabriquer une méthode pour tester si ça va marcher ou pas.
Elles ne sont pas maintenables, c'est-à-dire que si vous voulez essayer de faire un changement, ça va probablement faire d'autres bugs ailleurs. L'architecture est un château de cartes. Et par exemple, vous avez des paramètres du moteur, et puis vous avez ce qu'on appelle la pile d'exécution, pour ceux qui connaissent. Bon, c'est une mémoire qui fait schrouf-schrouf, et la mémoire, normalement, elle devait faire schrouf-schrouf comme ça, puis elle faisait schrouf-schrouf comme ça, et elle effaçait tous les paramètres du moteur qui se mettaient à faire n'importe quoi. Voilà, ça c'est un des premiers trucs qu'on apprend à l'école. Hein. Ben voilà, c'était comme ça. Donc ils en sont à 2,5 milliards d'euros d'amende et de procès pour l'instant. Mais voilà. Alors ça, c'est aussi sur la sécurité. Donc des gens assez bons qui ont montré qu'ils pouvaient, petit à petit, ils ont montré qu'ils pouvaient rentrer par l'autoradio dans n'importe quel Jeep Cherokee, qui est un modèle extrêmement répandu, et en prendre le pouvoir complet. Sur le moteur, les roues, enlever les freins, remettre les freins, le faire partir tout droit. Ils ont commencé avec un copain en lui mettant les essuie-glaces, le lave-glace à fond, pas les essuie-glaces qui étaient débranchés, et puis la radio à mort, si aux États-Unis il veut dire quelque chose, hein, pour ceux qui connaissent, etc. Puis après, ils l'ont envoyé gentiment dans les choux. Et ils montraient, ils pouvaient faire ça sur n'importe quel Jeep aux États-Unis. Donc voilà, donc c'est ça l'état de l'informatique en automobile, et les gens comme vous et moi si, mais vous n'allez pas parce que vous n'êtes pas au courant. Et voilà, il n'y a aucune contrainte sur l'automobile, il n'y a aucune contrainte sur le médical. Aucune, rien. Parce qu'on teste les médicaments pendant des années et des années et des années. Pour les logiciels, on ne sait même pas qu'il y en a. Les médecins ne savent pas qu'il y a des logiciels dans les appareils, hein, pour être clair. Voilà, donc ça s'appelle l'ignorance. Jean Villard disait la culture coûte cher, essayez donc l'ignorance. C'est pas lui qui a commencé, c'est pas lui qui a dit le premier, mais je ne sais plus qui l'a dit le premier. Mais j'aime bien Jean Villard. Donc voilà, donc c'est juste un petit survol. Hein. Dans mon bouquin, il y a beaucoup plus de choses. Par exemple, il y a une analyse assez complète de la photo, de ce que c'est qu'Internet, mais c'est fait pour être lu par n'importe qui. C'est pas fait pour. Il n'y a pas un seul programme dans le bouquin, je vous signale. Hein. Ah oui, parce que maintenant on dit, ah ouais, la mode c'est, faut apprendre à coder. Le nombre de politiques qui sont venus voir, où c'est que je peux apprendre à coder? Je lui dis, mais ça, tu peux apprendre à coder et ne rien comprendre à rien. Hein, ça n'a juste rien à voir. C'est pas du tout la même chose. Il faut savoir coder si tu veux comprendre l'informatique. Coder, d'ailleurs, nous on dit pas coder, ça c'est un mot journalistique. Nous on dit programmer, on a toujours dit ça. On dit pas langage de codage. Apprendre à coder, c'est gentil, mais si on fait que ça n'a aucun sens. Aucun sens. C'est comme si on apprend à lire l'anglais, mais qu'on n'apprend pas l'anglais. À peu près équivalent. Bon, ce qui se passe, c'est qu'on n'est qu'au début de l'histoire, là. Hein. On est tout au début, là. Vous avez encore rien vu. Il va se passer beaucoup plus de choses que ça. Ça va se consolider, c'est-à-dire les gens qui comprennent ça, ils vont plus être là. Ça va être très simple. Vous l'avez vu sur le commerce, électronique, c'est-à-dire par logiciel français. Il ne reste plus grand monde, hein, parce que simplement, les gens, ils n'ont pas compris. Ils ont fait semblant de rajouter des rustines sur ce qu'ils savaient faire avant, mais c'est pas ça le jeu. Hein. Il n'est pas là le jeu. Les problèmes de sécurité, ça c'est dur. Et le problème numéro 1, c'est l'ignorance du public et des dirigeants. C'est tout. C'est le nombre de conneries qu'on entend est complètement cosmique. Alors, vous avez deux domaines, c'est l'intelligence artificielle. Il y a un sujet très sérieux dans l'intelligence artificielle qui est l'apprentissage automatique, ce qui a appris ce qu'on appelle le deep learning, dont tout le monde parle très soigneusement en évitant absolument de regarder n'importe quel endroit qui explique ce que c'est. Comme ça se fait souvent. Et puis le reste ça n'existe pas. Et on parle du quantique en racontant aussi n'importe quoi, alors que c'est aussi un sujet sérieux qu'on verra, je pense, bientôt au Collège de France aussi, le calcul quantique. J'ai entendu lui dire que ça irait infiniment plus vite que le calcul des ordinateurs normaux et qu'il n'y aurait plus d'ordinateurs normaux. Je n'ai jamais entendu de phrase plus con, il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Bon, l'importance de l'éducation, c'est aussi pour ça que je faisais conf, hein, que j'écris ce bouquin, et puis que je fais des programmes du lycée, et que j'espère les lycéens vont les suivre, hein, ou s'ils aiment, et en particulier les filles, parce qu'on explique quand même aux filles que c'est pas pour elles, ce qui est d'une stupidité noire. Hein, j'ai vu 2 jeunes filles qui venaient de sortir du bac, et qui a dit, nous, on voulait faire de l'informatique, mais notre conseiller pédagogique nous a dit que c'était pas pour les femmes, alors on a fait du droit. Et on regrette. Et j'ai dit, non, mais repartez sur l'informatique, parce que le droit et l'informatique, ça va être un beau métier. Il n'y a pas de problème. Voilà.